Salutations à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 23e case de notre calendrier de l'Avent, dont la fin est très proche. Et aujourd'hui, j'ai opté pour un dernier jeu à vous présenter et à éventuellement mettre sous le sapin pour celles et ceux qui aiment jouer. C'est sans doute le jeu le plus exigeant de ma sélection, mais rassurez-vous, malgré ça, il reste quand même très simple d'accès et les parties sont très rapides. Il s'agit du jeu Fantasy Realms de Bruce Glasgow pour 2 à 6 joueurs avec une variante permettant de jouer à 7 joueurs à partir de 14 ans et des parties qui durent en moyenne 20 minutes. Dans ce jeu, on incarne toutes et tous des dirigeants d'un royaume lointain et le but est de créer le meilleur des royaumes. Pour cela, on reçoit en début de partie une main de 7 cartes et tout au long de la partie, on va la faire évoluer en échangeant notre carte avec l'une de celles présentes dans la défausse ou alors la première du paquet. Le but étant de faire en sorte de réaliser des combinaisons qui rapporteront un maximum de points en fin de partie puisque certaines cartes vont avoir droit à des bonus si elles sont associées à d'autres ou inversement des malus. La partie va se terminer dès lors qu'il y aura 10 cartes visibles au centre de la table dans la défausse. La partie prend fin immédiatement, tous les joueurs et toutes les joueuses comptent alors leurs points, celui ou celle qui en a le plus remporte la partie. Donc ce que je vous propose c'est d'aller voir d'un peu plus près le matériel contenu dans la boîte et comment on y joue et on se retrouve ensuite. Au niveau du matériel, on commence avec le livret de règles, donc rassurez-vous, rien d'insurmontable, la petite explication et un aperçu du jeu, le déroulement de la partie, le calcul du score, les différents termes principaux que l'on peut trouver sur les cartes, avec, pour chaque, masqué, masqué sauf avec et effacé. Rien d'insurmontable au niveau des termes. 2 exemples de score, dont à droite une des meilleures mains possibles avec cette boîte. Ensuite, on a les variantes et différentes questions et réponses pour éclaircir certains cas particuliers. Et au dos, on a l'ensemble des cartes présentes dans la boîte. On va ensuite avoir un calepin de score qui va nous permettre de noter le nom des joueurs. Et ensuite, pour chaque carte, le score de base de la carte, éventuellement bonus ou malus rapporté par la carte, et donc le sous-total de cette carte, et on a ça donc pour les 7 cartes de notre main, et éventuellement pour une 8e carte grâce à celle du nécromancien qui permet d'en avoir une supplémentaire. Et ensuite on fera le total pour connaître celui ou celle qui remporte la partie. Et donc on a quand même pas mal de scores possibles puisque les feuilles sont recto verso, donc de quoi faire bon nombre de parties. Et donc le reste du matériel, ça va tout simplement être ce deck de cartes, donc il y en a 53 en tout, puisqu'il y a 10 familles différentes qui contiennent chacune 5 cartes, et on a également 3 jokers. Donc voilà à quoi ressemble le dos des cartes. Je ne vais bien évidemment pas toutes vous les montrer, sinon ça va être un peu long. On va avoir une carte de chacune des familles, ensuite on verra comment on joue et un petit exemple de scoring de fin de partie. Donc voilà à quoi ressemble une carte. Ici à gauche, on va avoir la famille, donc avec sa couleur et le nom. Donc là il s'agit d'une carte de la famille des armes. Donc le nom de la carte c'est le dirigeable, on a une petite illustration qui va bien pour le représenter. Ici en haut à gauche ça va être le nombre de points de base que la carte va rapporter. Elle va nous rapporter donc 35 points. Et dans cette zone là on aura un effet avec des bonus, des malus ou autres qui vont influer sur le scoring en fin de partie. Donc le dirigeable il rapporte beaucoup de points de base mais il a un malus, c'est-à-dire qu'il va être masqué, donc on n'en tiendra pas compte. C'est comme si on n'avait pas cette carte, elle sera jouée face cachée au moment du compte de points, sauf si à côté de celle-ci on a au moins une carte de type armée. Donc voilà, ça ressemble à ça, une carte armée. Donc si on en a une, là, dans ce cas de figure-là, le dirigeable ne serait pas masqué pour le moment. Par contre, si jamais on a la moindre carte climat, donc les bleus ciel, la carte sera quand même masquée, et ce, même si on a une armée. Ensuite, donc, on a les archers elfes, qui sont de la famille armée, ils rapportent 10 points de base. Eux, ils ont un bonus, c'est qu'ils vont rapporter plus 5 si on n'a pas de climat. Donc si on n'a pas de carte bleu ciel, eh ben, ils rapporteront en tout 15 points au lieu de simplement 10. Ici, nous avons un artefact avec la rune de protection. Elle rapporte seulement 1 point, mais par contre, son bonus est énorme puisqu'elle efface le malus de toutes les cartes. Ce qui veut dire que si on l'a à côté du dirigeable, c'est pas grave si on a du climat et qu'on n'a pas de carte armée. Le dirigeable vaudra quand même 35 points et ne sera pas masqué puisque toute la zone de malus disparaîtra grâce à la rune de protection. Ici, on a une carte de la famille climat avec le blizzard qui rapporte 30 points en fin de partie. Donc son malus, il masque toutes les cartes de la famille vague. Et pareil, il va nous faire perdre 5 points pour chaque armée, seigneur, créature et flamme qu'on a à côté dans notre main. Le basilic, c'est une carte de la famille créature, il rapporte 35 points de base. Malus, il masque toutes les armées, les seigneurs et les autres créatures. La forge de type flamme, 9 points en fin de partie, un bonus de plus 9 pour chaque arme et chaque artefact que l'on a. Donc comme on peut avoir 6 autres cartes
à côté. Si ce ne sont que des armes et des artefacts, donc 6 x 9 ça fait 54, plus 9, elle rapportera un total de 63 points si elle n'est associée qu'avec des cartes armes et artefacts. Le chef de guerre, donc de la famille Seigneur, 4 points en fin de partie et un bonus, la somme des forces de base de toutes les armées. Donc ça veut dire qu'on va remarquer tous les points en haut à gauche des cartes de cette famille-là. Donc là, on remarquera à nouveau les 10 points des archers-elfes grâce au chef de guerre. Le dresseur, il est de type sorcier, rapporte 9 points en fin de partie. Son bonus, c'est qu'il rapporte plus 9 pour chaque créature et il efface en plus les malus de toutes les créatures. Donc ce qui veut dire que le basilic qu'on avait, donc déjà ça nous rapporterait 9 points de plus et en plus, on tiendrait plus compte de ça. C'est plutôt une chouette combinaison. La forêt de la famille terrain, donc 7 points en fin de partie et bonus plus 12 pour les archers elfes et chaque créature. Donc là, on serait à plus 12 grâce aux archers-elfes. Et en plus, comme on a une créature à côté, ça referait à nouveau plus 12. Donc on serait à 24 plus 7, 31 juste avec la forêt. Donc l'île de type vague, 14 points de base. Et son bonus, c'est qu'elle efface les malus de n'importe quelle vague ou flamme. Et enfin, dernière possibilité, ça va être les cartes Joker. Il n'y en a que 3 en tout. Donc toutes les cartes Joker ne rapportent pas de points de base en fin de partie. Donc là, c'est le métamorphe. Par contre, elles ont un effet dans le style peut copier le nom et la famille de n'importe quel artefact, seigneur, sorcier, arme ou créature du jeu. Ça veut dire même une carte qui se trouve dans la pioche et qu'on n'a pas vue au cours de la partie. Par contre, on n'applique ni le bonus, ni le malus, ni la force de base de la carte copiée. Ça permet juste de prendre le nom et la famille, ce qui peut être important puisque certaines cartes vont marquer des points. Par exemple, on peut dire que le métamorphe est une créature et comme ça, on marque à nouveau 12 points pour la forêt. Donc voilà pour les différents types de cartes que l'on va pouvoir croiser dans Fantasy Realms. Donc là, voilà, j'ai mis en place une partie pour 3 joueurs, puisqu'on peut y jouer à partir de 2 joueurs, mais à 2 joueurs, il y a une petite variante donc qui est présente dans le livret de règles, qui n'est pas plus compliquée, mais qui permet de rendre les parties plus stratégiques. Donc c'est très simple, on mélange l'ensemble des cartes, on forme une pile, chaque joueur reçoit une main de cette carte, et on est paré à jouer. Tout ce qui va rester à faire, c'est de décider le premier joueur ou la première joueuse au hasard. Alors il faut savoir que le premier joueur n'aura pas le choix de son action, puisqu'il y a normalement 2 actions possibles à son tour de jeu, mais là, systématiquement au début de la partie, le premier joueur ou la première joueuse n'aura pas le choix. Donc le principe, c'est que voilà, on a notre main de cartes qu'on va essayer d'optimiser pour faire le maximum de points. Donc là, on voit que j'ai pas mal de cartes qui ont des petites valeurs de base. Donc voilà, ça va de 1 à 7 points la plupart, et on a à côté de ça un 15 et un 23. L'une des 2 possibilités d'action, c'est qu'on va piocher la première carte du paquet, et donc là maintenant ça fait que j'ai 8 cartes en main. Or il faut en avoir 7 tout au long de la partie. Donc ça veut dire que je vais devoir défausser une de mes cartes, ça peut très bien être celle que je viens de piocher, et je vais donc la mettre face visible sur la table, si bien qu'elle va devenir accessible à tout le monde. Donc là, mon tour de jeu est fini, puisque j'ai bien de nouveau seulement 2, 4, 6, 7 cartes en main, on est bon. Donc la première possibilité, on pioche une carte, et ensuite on en défausse une, ça peut très bien être celle qu'on a piochée, ou une de celles qu'on avait en main, en fonction de ce qui nous arrange le plus ou le moins. Ensuite, dans le sens horaire, c'est au joueur ou à la joueuse suivante qui va donc faire de même, regarder ses cartes et essayer de les optimiser. Donc là, pareil, cette carte en main. Tout comme pour le premier joueur, il y a la possibilité de piocher la première carte du paquet et d'en défausser une ensuite. Ou alors, l'autre possibilité, ça va être d'échanger une de ces cartes avec une de celles qui sont visibles au niveau de la défausse. Donc là, par exemple, hop, il préfère les éclaireurs plutôt que le métamorphe, donc il fait l'échange. De 4-6, il a bien 7 cartes en main. Son tour de jeu est fini. Donc voilà les 2 possibilités d'action qu'on a lors de notre tour de jeu. La partie va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait, au niveau du centre de la table, 10 cartes dans la défausse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc on va dire que c'est au tour du 3e joueur, ou de la 3e joueuse d'ailleurs. Donc c'est cette carte en main, et elle décide d'en piocher une, parce que celles qui sont présentes là ne l'intéressent pas, ou alors parce que sa main lui plaît, auquel cas du coup la carte qu'elle vient de piocher, elle la défausse après si sa main lui plaît. Et donc comme on a 10 cartes présentes dans la défausse, la partie s'arrête immédiatement, et on va alors compter les points en regardant chacune de nos cartes, la valeur de base, les éventuels bonus et ou malus qu'elles vont rapporter ou nous faire perdre, le petit total que ça fera, on ajoute tout ça, et donc celui ou celle qui a le plus de points en fin de partie l'emporte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple de comptage de points avec l'une des mains qui est donnée en exemple dans le livret de règles, parce que c'est une de celles qui rapporte le plus de points. Donc vous allez voir le genre de combo dévastateur que l'on peut faire. Donc là, l'idée, c'est que si jamais on a des jokers, on commence par eux, on vérifie si on a des malus qui vont effacer des cartes et autres, auquel cas ces cartes-là ne seront bien
bien évidemment pas comptabiliser. Mais comme là c'est une main optimisée, ça ne sera pas le cas. Donc là par exemple, on va commencer avec le beffroi. Donc le beffroi, son score de base c'est 8, on met un 8 ici au niveau de la base. Bonus-malus plus 15 avec n'importe quel sorcier. On vérifie la main, il n'y a pas de carte sorcier. Néanmoins, on a cette carte-là, le livre des mutations, qui permet de changer la famille d'une autre carte. Son nom ainsi que ses bonus et malus restent les mêmes. Donc on va dire que on transforme la gemme de loi en carte sorcier, ce qui nous permet d'avoir donc une carte sorcier, ce qui rajoute 15 points pour le beffroi. Donc 8 et 15, ça nous fait un coup de 23 points pour cette première carte. Donc le livre des mutations, on vient de le voir, son bonus nous a permis de changer une carte en sorcier, et donc il va juste nous rapporter les 3 points de base, pas de bonus ou malus, et donc elle ne fait que 3 points. La reine, donc elle vaut 6 points de base, plus 5 pour chaque armée, ou avec le roi, plus 20 pour chaque armée. Donc il n'y a pas de carte armée au niveau de la main ou dans celle qu'on a déjà faite, donc elle vaudra juste 6 points. On a ensuite l'épée de Keth, donc elle vaut 7 points de base, et au niveau de ses bonus, c'est plus 10 avec n'importe quel seigneur, donc on a la reine, ou plus 40 avec un seigneur et le bouclier de Keth. Il se trouve justement qu'on a le bouclier de Keth, donc la reine fait office de seigneur, on a aussi le bouclier, donc elle va valoir un bonus de 40, soit un total de 47, donc ça c'est plutôt cool. Le bouclier de Keth, donc un peu le même principe, plus 15 avec n'importe quel seigneur, donc normalement on a les plus 15 de la reine, mais plus 40 si on a un seigneur et l'épée de Keth. Comme il y a la mention ou, bien évidemment, on ne rajoute pas aussi les plus 15 avec n'importe quel seigneur. C'est l'un ou l'autre. Donc si on n'avait pas eu l'épée, on aurait juste eu le plus 15 grâce à la reine qui est une carte de type seigneur. Ou là, comme on a l'épée et le bouclier, ben ça fait un coup de plus 40. Donc de base, le bouclier vaut 4, plus les 40, ça fait un coup de 44. On a ensuite la chandelle qui vaut 2 points de base, plus 100 avec le livre des mutations, le beffroi et n'importe quel sorcier. Donc le livre des mutations, le beffroi, on les a. On a dit que la gemme de la loi qui se trouve ici était considérée comme un sorcier, donc on a aussi n'importe quel sorcier. Donc elle a un bonus de plus 100, ça fait 102. Alors ça, ce combo-là est vraiment super rare à avoir. Chandelle, livre des mutations et beffroi, faut vraiment s'accrocher pour l'avoir, mais si vous y parvenez, ça paye quand même plutôt pas mal. Sans oublier la carte sorcier, évidemment. Et enfin, la gemme de loi vaut 5 de base, et on va avoir des points bonus en fonction du nombre de cartes dont la valeur de base se suit. Et là, du coup, quand vous regardez bien, hop, on met toutes les cartes ensemble, on a un 2, un 3, un 4, un 5 avec la gemme, 6, 7 et 8, ce qui veut dire qu'on a fait le maximum puisqu'on a une suite de 7 cartes. Et donc ça va nous rapporter 150 points bonus pour une suite de 7 cartes. Donc 5 plus 150, ça fait un coup de 155 points et c'est la plus grosse valeur possible pour une carte, mais ça sous-entend d'avoir tout son jeu qui a des valeurs qui se suivent. Donc des petites valeurs. Et on va donc pouvoir faire le total. 23 et 3, ça fait 26. 26 et 6, ça fait 32. 32 et 47, ça fait 79. 79 et 44, ça fait 123. Plus 102, ça fait 225. Et plus 155, ça fait un total mirifique de 380 points. C'est un des meilleurs scores possibles quand on joue. Mais rassurez-vous, c'est très rare de le faire. Et en général, donc, vos scores seront bien inférieurs. Mais voilà, ça vous montre un exemple de scoring de fin de partie et comment il faut essayer d'optimiser ces cartes donc, pour qu'elles se répondent les unes aux autres et maximisent notre scoring. Et donc, ça vous permet également de voir une des combinaisons à essayer d'atteindre. Mais ça, franchement, si vous y arrivez, ben, chapeau bas parce que faut vraiment que ça se goupille super bien au niveau de la partie, voir toutes ces cartes-là et qu'on parvienne à les obtenir parce que souvent nos adversaires les voudront également. En tout cas, voilà, maintenant vous savez comment on joue à Fantasy Realms. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, pourquoi pas vous aura donné envie de vous procurer ce jeu. Pour ma part, je l'aime vraiment énormément parce qu'il est très simple à expliquer puisque le principe en gros c'est soit on pioche une carte et on en pose une de notre main qui peut être celle qu'on vient de piocher, ou alors on échange une carte de notre main avec une de celles qui sont visibles, de façon à toujours garder 7 cartes en main. Autant dire que c'est plutôt simple. Après, ce qui va un peu complexifier le jeu, c'est le fait d'arriver à former des bonnes combinaisons et surtout lors des premières parties, de découvrir toutes les cartes et leur texte. Néanmoins, beaucoup d'effets sont similaires et sont assez simples, donc il n'y a au final que quelques termes qui sont importants comme masqué, bonus, malus, et donc ça va venir très rapidement au fil des parties. Ce qui est très chouette également avec Fantasy Realms, c'est que comme les parties sont rapides, on a envie de les enchaîner. Plus on va en faire, plus on va devenir bon au jeu parce qu'on connaîtra un peu mieux les cartes, on verra celles qui fonctionnent bien ensemble et du coup à chaque fois on essaiera d'obtenir les meilleures possibles en sachant qu'on est très loin de voir toutes les cartes et ce quelle que soit la configuration au niveau des joueurs. Donc toutes les parties vont être
très différentes et il va falloir réussir à s'adapter parce qu'il est tout à fait possible au cours d'une partie de déposer une carte qui ne nous intéresse pas et finalement on va la récupérer un peu plus tard parce qu'elle devient bien plus sympathique au vu des autres cartes qu'on aura récupérées entre temps. Et c'est ça qui est très chouette dans ce jeu, c'est qu'il va falloir s'adapter tout au long de la partie en fonction de ce que vont faire les autres, de notre main qui va évoluer et par contre ça peut aussi être très frustrant parce que les parties peuvent aller très vite. Si tous les joueurs défaussent à chaque fois une carte, les 10 cartes au centre de la table, elles vont arriver très rapidement et forcément notre score sera moins bon que dans une partie où on a pu un peu plus optimiser notre main. Donc si vous avez envie d'un jeu un peu plus technique que les autres que je vous ai présentés dans un univers heroic fantasy, simple et efficace, qui ne prend pas beaucoup de place puisque comme je vous l'ai montré au niveau du matériel, juste une petite boîte façon carte à jouer, on peut donc le transporter partout et y jouer à peu près n'importe où, et bien foncez parce qu'il est vraiment super addictif comme jeu et je vous le recommande donc très chaudement. Voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour l'ouverture de la dernière case de notre calendrier de l'Avent. Salut!